Alors, le mercredi 6 janvier, les images des activistes d'extrême droite envahissant le Capitole à Washington ont stupéfié le monde entier. Malgré les aspects grotesques de l'épisode, nous devons prendre au sérieux cet événement du Capitole. Car, parmi ceux qui l'ont envahi, il y avait des femmes et des hommes convaincus de la supériorité de la race blanche, des membres de groupes paramilitaires qui, dans les mois passés, ont assassiné des manifestants de Black Lives Matter. Cet événement montre qu'avec la crise, des changements politiques peuvent arriver très vite. La crise économique, sociale et sanitaire augmente l'instabilité politique. L'explosion du chômage et de la pauvreté peuvent doper ces groupes d'extrême droite. Alors bien sûr, les 74 millions d'électeurs de Trump sont loin d'être tous des nostalgiques de la ségrégation et du nazisme. Mais il y existe un réservoir considérable pour l'extrême droite. Et ce ne seront pas Biden et les démocrates qui leur feront barrage. Biden vient lui-même d'annoncer des mesures souverainistes et il défendra les intérêts des grands capitalistes et de Wall Street tout autant que Trump et les républicains. La même crise du capitalisme et de son système politique frappe partout. Et ici aussi, elle entraîne la montée des démagogues d'extrême droite. Face à l'extrême droite, nombre de politiciens, comme Macron ou les dirigeants de la gauche, s'en remettent aux institutions et à la démocratie. Pourtant, elles ne nous protégeront jamais. Les démocraties bourgeoises ne peuvent extirper les groupes fascisants de la société, car l'État les garde comme une solution de rechange en cas d'instabilité politique gravissime. Dans ces périodes, quand la crise économique ruine les classes moyennes, la base sociale de la grande bourgeoisie, les États peuvent même détruire tous les droits démocratiques, comme au XXe siècle avec le fascisme. Aujourd'hui, nous n'en sommes évidemment pas là, mais déjà les États renforcent leur autoritarisme. Derrière la façade plus ou moins démocratique, l'État reste un appareil d'État répressif contre les classes populaires, les exploités contre ceux qui se révoltent. Avec la violente aggravation de la crise économique, il faut avoir conscience qu'on est en train de changer de période, que des crises politiques graves vont se développer. Nous ne savons pas quand ni comment, mais nous pensons que dès aujourd'hui, il est vital d'y réfléchir, de s'y préparer et de défendre, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, la perspective de la prise du pouvoir par les travailleurs, la perspective communiste révolutionnaire. Okay. Pendant des décennies, l'alternance entre différents courants de gauche et de droite au sommet de l'État avait entretenu l'illusion que les électeurs avaient le choix dans la politique qui était menée, pouvant remplacer un parti par un autre lorsqu'il les avait déçus. Ce système a fonctionné un temps, mais aujourd'hui, il est à bout. Il est le résultat d'une période où la bourgeoisie avait une économie suffisamment dynamique pour accorder des augmentations de salaire et des progrès dans les conditions de travail et de vie. Elle a fait prendre en charge par l'État le développement de services publics qui étaient nécessaires à son économie, mais qui ont aussi été utiles aux travailleurs. Tout cela a alimenté le réformisme au sein de la classe ouvrière. L'idée que l'État pouvait prendre des mesures pour améliorer progressivement le sort des classes populaires. Les organisations ouvrières ont beaucoup contribué à renforcer cette illusion. Elles ont aussi largement diffusé le poison du nationalisme dans la classe ouvrière, laissant croire qu'il y avait une communauté d'intérêts entre la population et son État. Car cette période était aussi marquée par l'existence de grands partis de gauche, principalement du Parti communiste, qui prétendaient défendre les intérêts des travailleurs. Leurs militants étaient les plus nombreux parmi les travailleurs, souvent combatifs, mais leur horizon était réformiste. Aux travailleurs, ils répétaient que pour changer la vie, il fallait un bon gouvernement de gauche et des ministres. En 1981, quand Mitterrand fut élu, les espoirs de changement étaient donc très grands. Mais la gauche au pouvoir, avec la caution gouvernementale du PC, allait s'user rapidement. Et la déception fut à la hauteur des attaques et des espoirs soulevés. La gauche prit dès 1983 des mesures d'austérité, car la bourgeoisie exigeait de tous les gouvernements des économies dans les services publics, le gel des salaires et d'autres mesures anti-ouvrières. Les plans de licenciement, le chômage, la pauvreté sont devenus de plus en plus massifs. Le PC a perdu une large part de son influence électorale dans les quartiers ouvriers. L'abstention s'est développée, de même que les scores du Front National, qui étaient dérisoires jusqu'au début des années 80. Le Front National s'est appuyé sur les préjugés nationalistes,
récoltant les fruits empoisonnés qu'avait semés le stalinisme. Avec la pression du Front National et des idées réactionnaires, avec la dégradation de la situation sociale, les politiciens ont adopté des discours et des politiques de plus en plus réactionnaires. La gauche a abandonné le peu qui la distinguait de la droite sur le terrain des idées humanistes et de l'antiracisme. Déjà sous Jospin, à la fin des années 90, les sans-papiers sont traqués par les préfets. En 2005, face aux émeutes dans les banlieues populaires, Sarkozy prône la tolérance zéro. Et il se fait élire 2 ans plus tard sur ce programme, en copiant pas mal celui de Le Pen. La gauche qui revient au pouvoir avec Hollande en 2012 ne se montre pas plus tolérante. Les forces de l'ordre ont pour consigne d'utiliser tous les moyens à leur disposition contre les manifestants, allant jusqu'à tuer le jeune militant écologiste Rémi Fraisse en 2014. Dans les manifestations contre la loi travail en 2016, on voit réapparaître les voltigeurs, ces brigades de duo de policiers à moto, dont celui de derrière est armé de matraques et LBD, et qui avaient été dissoutes après l'assassinat de Malik Oussekine 30 ans plus tôt. À l'époque, c'est l'état d'urgence qui sert de justification au gouvernement pour restreindre les libertés. Ces mesures, prises suite aux attentats horribles de 2015 contre Charlie Hebdo puis au Bataclan, étaient censées lutter contre le terrorisme. Mais la suite nous montre qu'elles n'ont rien empêché. Par contre, chacune de ces mesures renforce l'autoritarisme de l'État qui est nourri par chaque attentat. En 2017, comme l'état d'urgence s'éternise un peu trop pour un régime qui se prétend démocratique, Macron finit par inclure ses principales mesures dans une loi permanente. Il fait aussi donner de la police sans retenue face aux manifestations des Gilets jaunes, avec l'usage généralisé des LBD et les mutilations de manifestants que cela entraîne. Aujourd'hui, la loi sécurité globale provoque de nombreuses manifestations. Le développement des téléphones avec caméra et des réseaux sociaux a permis de diffuser de nombreuses vidéos montrant la violence et le racisme de la police, comme le tabassage de Michel Zecler ou le meurtre de Cédric Chouviat. C'est précisément ce que voudrait empêcher le fameux article 24 de cette loi. Mais tout le reste de la loi vise aussi à renforcer le pouvoir de la police et le contrôle sur la population. Alors tout cela n'est pas une dérive autoritaire, comme le prétendent les dirigeants de la gauche. C'est le fonctionnement ordinaire de l'État, qui ne peut pas être juste dans une société divisée en classes sociales où une minorité a le droit de prospérer sur la misère de la majorité. Comme l'a expliqué le premier camarade, l'État, c'est précisément le garant des intérêts de la minorité capitaliste. En mars 2020, avec l'épidémie de Covid et le confinement de presque toute la planète, la crise s'est brutalement aggravée. Du jour au lendemain, des millions d'intérimaires, de travailleurs informels se retrouvent sans emploi de par le monde. Aux États-Unis, on voit des files d'attente pour des distributions alimentaires s'étaler sur des kilomètres d'autoroutes. En Sicile, en Italie, des familles organisent des pillages de supermarchés. Et dans toute l'Europe, les associations d'aide humanitaire décrivent l'explosion du nombre de personnes qui doivent se résoudre à franchir leur seuil. Cette crise économique, elle va s'aggraver et durer. Nous risquons de connaître une situation pire qu'en Grèce en 2009-2011, quand les familles entières devaient survivre avec la pension de retraite des grands-parents, qui s'était elle-même effondrée, et que les hôpitaux, dépourvus de moyens, devaient choisir à qui ils donnaient un traitement et qui ils laissaient mourir. Le gouvernement et l'État savent que cette situation est grosse de colère, de révolte potentielle. Ils s'y préparent en renforçant leur contrôle et leur pression sur l'ensemble de la population. Alors ils sont opportunistes dans leur gestion de la crise, et tous les prétextes sont bons pour justifier des restrictions de liberté. Il y a 3 mois, l'État a utilisé l'ignoble attentat islamiste contre Samuel Paty, comme à chaque fois, pour entonner l'unité nationale et faire la chasse à tous ceux qui refusaient de rentrer dans le rang. Il y a même eu des enfants en garde à vue sur dénonciation de directeurs d'école parce qu'ils refusaient de faire la minute de silence. Et cette année 2020 lui fournit un nouveau prétexte. La guerre contre le virus s'est ajoutée à la guerre contre le terrorisme. Sur le plan économique déjà, le confinement lui sert à justifier la crise économique, en cachant la raison plus profonde de l'agonie du capitalisme. Alors que depuis 2008, tous les économistes s'attendent à un nouveau krach de leur économie en crise, gouvernement et patronat utilisent le prétexte du Covid pour nous faire accepter les plans de licenciement et les milliards versés à fonds perdus aux capitalistes. Dans les entreprises, le patronat renforce la pression sur les travailleurs.
Diminution des effectifs, augmentation de la productivité, modification des horaires à la dernière minute. L'incertitude générée pèse sur la classe ouvrière et le chômage partiel démoralise, augmentant d'autant plus l'emprise des capitalistes sur les consciences ouvrières. Et sur le plan politique, la lutte contre la propagation du virus justifie des mesures inédites de restriction de liberté qui pourraient être bien utiles au pouvoir en cas d'instabilité sociale. Dans une démocratie comme la France, qui pensait il y a un an qu'il aurait accepté de devoir rester enfermé chez lui après 18 heures ou de justifier ses déplacements au premier policier venu dès qu'il dépasse 1 kilomètre? Aujourd'hui, c'est officiel, gouverner, c'est contraindre. Mais même ici, selon sa classe, les mesures de confinement et de couvre-feu n'ont pas les mêmes conséquences. Il est bien différent d'être confiné dans un petit appartement avec ses enfants dans les jambes que dans une riche demeure bourgeoise avec parc, spa et jacuzzi. Selon que l'on soit travailleur ou bourgeois, l'attitude de la police, de l'État, les conséquences économiques et sociales ne sont pas les mêmes. Alors jusqu'ici, la population a accepté de se plier à toutes ces règles qui changent d'une semaine à l'autre, mais cela pourrait ne pas durer. La situation sociale peut se tendre brutalement, principalement à cause de la crise. Mais toute la question est de savoir sur quelle base et pour quels objectifs les révoltes éclateront. Car l'autoritarisme de l'État n'est pas le seul danger qui menace la société et les classes populaires. Avec la dégradation de la situation économique et la déception des espoirs qu'avait soulevé un temps la gauche, la démoralisation et la perte de repères ont gagné les travailleurs. Électoralement, cela se traduit par la poussée de l'extrême droite et du Rassemblement national. Mais la montée des idées réactionnaires prend des formes multiples. Cette évolution nourrit aussi les militants de la religion, qu'ils soient chrétiens, islamistes ou autres. Tous ces courants ont pour point commun de dissoudre ce qui restait de conscience de classe, de remplacer par des sentiments identitaires à une communauté, qu'elle soit nationale ou religieuse. Ce repli identitaire est le pendant du repli individualiste. Il s'appuie sur des frustrations réelles, mais qui sont exploitées par des ennemis mortels pour les travailleurs et les classes populaires. Depuis 40 ans, les discours démagogiques du Front National ciblent des boucs émissaires, comme les immigrés, ou ce qu'ils appellent les assistés. Sa démagogie trouve un écho grandissant dans la petite bourgeoisie réactionnaire, petits patrons, artisans réac, mais aussi chez des travailleurs qui n'ont plus de repères de classe. Le Front National a aussi largement profité d'une image anti-système, du fait d'être ostracisé par les partis se disant républicains. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs leurs politiciens de chasser sur les terres de l'extrême droite. À droite d'abord, avec Chirac en 91 et son discours sur le bruit et l'odeur, puis à gauche, au point qu'il n'est pas vraiment surprenant d'entendre un Mélenchon accuser les travailleurs détachés de voler le pain des Français. Et c'est avec les mêmes visées démagogiques que Macron défend aujourd'hui une loi sur le séparatisme islamiste. Loin d'affaiblir électoralement le Front National, cette démagogie xénophobe ne fait que renforcer ses idées. Aujourd'hui, Marine Le Pen vise le pouvoir par la voie légale, et elle s'efforce de donner une image respectable du parti qu'elle a renommé le Rassemblement national. Mais elle charrie toujours derrière elle une flopée de partisans de solutions plus violentes, fascisantes. On pense évidemment au groupe Génération Identitaire, qui s'est illustré la semaine dernière encore par une nouvelle action de traque aux migrants dans les Pyrénées. Ces identitaires militent pour la rémigration, c'est-à-dire l'expulsion de tous les immigrés dans leur pays d'origine. Mais ils ont leur origine dans les milieux estudiantins réactionnaires, mais ils sont maintenant aussi présents dans le milieu plus populaire des supporters de foot. Ils s'organisent en réseaux militants, ont des locaux dans les grandes villes, apparaissent dans les médias, et ils se font dès aujourd'hui la main avec des agressions racistes ou contre des militants. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, dit étudier la dissolution de Génération Identitaire. Et c'est aussi ce qu'avaient demandé les élus de la gauche de Lyon lorsqu'ils avaient saccagé le local du Parti communiste à la Croix-Rousse il y a 2 ans. Mais déjà, les dissolutions n'ont jamais empêché de tels groupes de réapparaître sous un autre nom. Et surtout, comment faire confiance à un Darmanin, premier flic de France, pour nous protéger de tels groupes d'extrême droite? Les idées identitaires imprègnent le milieu de la police.
Parfois, leurs militants en sont. Loin de s'opposer à l'État, ils revendiquent un État plus fort et seraient prêts à le seconder dans ses basses besognes, comme ils le font aujourd'hui de manière démonstrative pour la traque aux migrants. En réalité, le pouvoir en place nourrit ces courants d'extrême droite. S'en remettre au gouvernement contre eux, c'est au mieux se condamner à l'impuissance, au pire un piège mortel. Dans l'ombre du Front National, il y a aussi les catholiques intégristes, que l'on a vu défiler contre le mariage pour tous sous Hollande. Dans ces cortèges, on a vu les mêmes groupes identitaires se faire la main en s'affrontant violemment au CRS. C'est aussi de cette manière, plus subversive, qu'ils essayent de gagner du crédit, de recruter en faisant des démonstrations de force. Demain, ces groupes militants d'extrême droite pourraient attirer et embrigader des personnes enragées, désespérées, mais sans boussole de classe. Leur rage pourrait alors servir de bélier contre les immigrés d'abord, et ensuite contre tous les travailleurs et les militants. Cette extrême droite française a son pendant dans l'extrême droite religieuse que sont les militants de l'islamisme politique. Ces islamistes sont un danger tout aussi grand pour les travailleurs, car même si leur base sociale est la petite bourgeoisie musulmane, ils visent aussi à prendre le pouvoir sur une partie de la classe ouvrière immigrée. Certains de ces courants intégristes sont aussi partisans de la violence politique. Ils sont capables de tuer, comme nous l'a montré l'assassinat politique contre Samuel Paty, ou comme nous l'ont montré les groupes islamiques armés pendant la décennie noire en Algérie. Bien évidemment, nous dénonçons les campagnes racistes, anti-musulmans, de la part des gouvernements et des médias qui suivent chaque attentat islamiste, comme récemment avec la loi sur le séparatisme. Toute la publicité faite autour de cette loi renforce l'idée nauséabonde que les habitants des cités populaires, musulmans ou supposés tels, seraient des terroristes potentiels. En réalité, en alimentant le racisme anti-musulman, Macron ne fait que renforcer les islamistes. Ces intégristes religieux cherchent à imposer leur morale sur ceux qu'ils considèrent appartenir à leur communauté musulmane. Ils ont des militants qui prétendent, au nom de l'islam, contrôler comment les musulmans vivent, et ils exercent une pression sur ceux qui ne pensent pas comme eux. En France, en militant dans les cités populaires, ils empoisonnent déjà la conscience de bien des travailleurs issus de l'immigration et leurs familles. Ils utilisent le racisme qu'ils subissent au quotidien ou la barbarie des interventions militaires impérialistes en Afrique pour apparaître comme des recours. En l'absence de militants défendant un point de vue de classe, ces islamistes parviennent à détourner sur un terrain communautariste la colère qui devrait être dirigée contre ce système capitaliste qui entretient le racisme. Ils sont d'ailleurs hostiles à toute organisation et toute lutte indépendante des travailleurs sur la base de leur classe sociale. Ils dissuadent même des croyants de se syndiquer ou de faire grève au nom du respect de l'autorité que prêcherait la religion. En fait, il y a un effet de miroir entre l'extrême droite bleu-blanc-rouge et l'extrême droite islamiste. Elles se renforcent mutuellement. Tous ces courants radicaux ont beau se prétendre anti-système ou anticapitalistes, ils ne sont absolument pas contradictoires avec la République défendue par le gouvernement et son État de plus en plus autoritaire. Ils s'appuient tous sur le même ordre social, où la domination des capitalistes n'est pas contestée et les pauvres se divisent selon leur origine ou leur religion. Par l'influence qu'ils exercent sur différentes catégories sociales et avec leurs militants prêts à en découdre, ils pourraient parfaitement être utilisés par la bourgeoisie pour encadrer la population et assurer l'ordre si les partis parlementaires se révélaient insuffisants pour asseoir sa domination. Les troupes qui pourraient grossir massivement de telles organisations n'existent pas encore. Mais avec la crise économique actuelle, le nombre de désespérés va exploser, parmi les travailleurs, mais aussi dans la petite bourgeoisie et les déclassés. Actuellement, c'est la petite bourgeoisie qui fait le plus entendre sa colère. Les restaurateurs, les petits commerçants, les petits patrons qui risquent la faillite quand les aides versées par le gouvernement s'arrêteront. Beaucoup découvrent que l'État se moque d'eux, leur faisant fermer boutique une semaine après leur avoir fait investir dans du matériel de protection contre le Covid. Alors en temps normal, la petite bourgeoisie, profession libérale, cadre dirigeant des grandes boîtes, petits patrons, etc., elle soutient les capitalistes et leur système. Elle leur permet de dominer toute la société alors qu'ils sont ultra minoritaires. Elle est le relais de leur idéologie dans toutes les couches sociales, répandant par exemple l'idée que les patrons méritent leur fortune, qu'on ne peut pas se passer d'eux et que les inégalités sont inéluctables. Cette petite bourgeoisie a bien des raisons de se révolter contre les capitalistes,
car dans la guerre économique impitoyable qu'ils se livrent entre eux, ils lui font payer la crise à elle aussi. La concurrence des plus gros s'intensifie. L'État augmente ses taxes. Les banques resserrent les taux des traites à rembourser. En revanche, cette petite bourgeoisie, elle est incapable de mener une offensive contre les capitalistes, car elle n'a pas les mêmes leviers économiques que la classe ouvrière pour s'affronter au patronat, et elle n'a pas d'autre organisation sociale à opposer au capitalisme. Dans la lutte de classe qui se joue, seules deux classes sociales peuvent en prendre la tête, le capital ou la classe ouvrière. Toute la question est de savoir qui la petite bourgeoisie suivra quand elle fera éclater sa rage et contre qui. Contre les capitalistes qui profitent de cette crise pour s'enrichir ou contre les travailleurs qui réclament leur salaire. Aujourd'hui, on entend déjà des restaurateurs menacés de faillite se plaindre que les salariés ont touché le chômage partiel. Mais ils sont bien impuissants contre des groupes comme Renault ou Sanofi qui touchent les milliards de subventions de l'État. L'histoire a montré avec le fascisme que lorsque la petite bourgeoisie se bat avec la rage du désespoir, sa lutte peut être détournée contre les travailleurs, pour mettre toute la société au pas. En fait, tout mouvement de contestation profond, s'il ne se place pas sur le terrain de la classe ouvrière en lutte contre la classe capitaliste, peut être récupéré par la grande bourgeoisie pour écraser toute la société et rétablir son pouvoir. Aujourd'hui, le pourrissement de la société et le recul du mouvement ouvrier peuvent amener des réactions de colère les moins conscientes. On a vu avant-hier un chômeur tuer une salariée de Pôle emploi. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'un malade ou d'un désespéré. Mais cela illustre comment la rage des petits patrons ruinés par les décisions de l'État pourrait très bien les amener à se retourner contre des fonctionnaires incarnant l'État à leurs yeux. La présence de mouvements militants réactionnaires pourrait aussi entraîner des mobilisations collectives sur des terrains racistes, en s'en prenant physiquement aux travailleurs immigrés. On l'a vu au Capitole, à Washington, de tels courants existent et sont prêts aux actions de coups de poing. Mais il y a aussi en Europe une multitude de mouvements de contestation populaire, sans base politique nette et socialement mélangés. Anti-masques, anti-restrictions, anti-vaccins, leurs revendications plus ou moins confuses révèlent une énorme méfiance envers les mesures prises par les États. L'extrême droite est présente dans ces mouvements, mais tous les manifestants n'ont pas ces idées. Dans la période de grande instabilité économique et politique actuelle, d'autres types de révoltes peuvent encore émerger, sous des formes qui pourront nous surprendre. Quel sera l'avenir de tous ces mouvements? Vont-ils s'essouffler, faute de perspectives politiques, comme l'avait fait celui des Gilets jaunes, ou vont-ils s'amplifier et se radicaliser? Va-t-on y voir des groupes comme les Black Blocs s'y développer? Et dans ce cas, au service de quel camp se mettront-ils? Celui du capital ou celui du prolétariat? De tels groupes ont beau se dire anti-système, ce n'est en réalité qu'une façade, car ils n'ont aucun principe et ne choisissent pas d'un camp dans la lutte de classe. Alors ces questions ne sont pas tranchées d'avance, et elles dépendent avant tout de la capacité de la classe ouvrière à retrouver le chemin du combat contre la classe capitaliste. Comme disait Trotsky en 1932, je le cite, « Dans une situation économique sans issue, la petite bourgeoisie aspire, tente et essaye de s'arracher à la tutelle des anciens maîtres et dirigeants de la société. Elle est tout à fait susceptible de lier son sort à celui du prolétariat. Pour cela, une seule chose est nécessaire. Il faut que la petite bourgeoisie soit persuadée de la capacité du prolétariat à engager la société sur une voie nouvelle. Le prolétariat ne peut lui inspirer une telle confiance que par sa force, son assurance dans l'action, une offensive hardie contre l'ennemi et le succès de sa politique révolutionnaire. » Les communistes savent depuis l'époque de Marx et Engels que les travailleurs devront arracher le pouvoir à la bourgeoisie et mettre les immenses moyens de production de richesse au service de l'intérêt général. À l'heure de la crise du Covid, cette vérité est plus criante que jamais. Nous voyons aujourd'hui à la fois les prouesses techniques dont l'humanité est capable, ayant su trouver en quelques mois seulement un vaccin contre une épidémie mondiale, mais aussi l'incapacité des capitalistes à répondre à l'urgence, paralysés qu'ils sont par la loi du profit pour produire et distribuer en nombre suffisant des vaccins ou bien même des masques. Le système capitaliste s'enfonce dans un gouffre sans fond.
car il est régi par la loi du profit, et cette recherche de profit ne fait qu'aggraver la crise. Comme communistes, nous pensons que les travailleurs sont les seuls capables de sortir l'humanité de cet abîme. D'une part parce que, en tant que créateurs de toutes les richesses, ils peuvent menacer l'existence même des capitalistes en stoppant les profits. Mais plus largement, ils font déjà tourner toute la société. Le premier confinement les a montrés à l'œuvre, tous ces héros de la première ligne, indispensables et inconfinables. Des caissières, des soignants, des éboueurs. Autant de travailleurs qui ont su agir et prendre des initiatives pour surmonter les problèmes et passer cette première vague malgré le manque de moyens. Cela donne une idée de tout ce que les travailleurs pourraient accomplir si c'était toute leur classe sociale qui s'y mettait et qui pouvait aussi décider de comment on s'organise et de quels moyens on se donne. Alors c'est sûr, même si la situation objective nous démontre que l'humanité est prête pour une organisation communiste de la société, les travailleurs n'ont aujourd'hui aucune conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour abattre le capitalisme. Mais dans les périodes de bouleversements sociaux, la conscience des masses en lutte peut faire des bonds en avant si elle rencontre une politique juste, leur permettant à chaque étape du combat de tirer les leçons pour continuer à avancer jusqu'à la prise du pouvoir par les travailleurs et l'éradication de la bourgeoisie. Or, la situation actuelle, avec l'accélération de la crise économique qui va brutalement s'abattre sur des millions de personnes, est lourde de tels mouvements de révolte. Même si les travailleurs n'ont pas conscience du rôle qu'ils ont à jouer, leur force est intacte. Ils n'ont été brisés par aucune défaite, et ils sauront mener une offensive hardie contre l'ennemi, comme disait Trotsky, dès lors qu'ils auront clairement identifié cet ennemi. Ils l'identifieront vite, à condition qu'ils mènent leur combat en tant que travailleurs, en mettant en avant les intérêts qui leur sont propres, l'augmentation des salaires, la répartition du travail entre tous. Cela les amènera à cibler ceux qui détiennent réellement les manettes de la société, les patrons et les capitalistes, et pas seulement leurs marionnettes politiques. Ce sont de tout autres objectifs que ceux qu'avait mis en avant le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans. Les travailleurs en lutte devront s'organiser le plus largement possible, se faire confiance entre eux et compter les uns sur les autres, apprendre à se défendre, y compris physiquement, contre le patronat et ses sbires. Pour continuer à aller de l'avant dans le combat, ils devront à chaque étape apprendre à déjouer les pièges, à contourner les obstacles que les capitalistes et leur État leur opposeront. Cette classe capitaliste ne leur fera pas de cadeau. Et s'ils veulent se défendre jusqu'au bout leur droit à l'existence, ils n'auront pas d'autre choix que de lui contester le pouvoir. Et c'est au cours de ce combat que les travailleurs apprendront à gérer eux-mêmes leurs affaires, et par là même à gérer une société sur une base communiste. Alors même si on ne peut rien prévoir du moment et de la forme que prendront les prochaines batailles décisives, nous savons comment nous y préparer. Il faut implanter dans la classe ouvrière cette perspective de combattre la dictature de la bourgeoisie sur toute la société. Nous sommes peu nombreux et la tâche que nous nous donnons peut paraître ambitieuse. Mais les idées que nous défendons sont fertiles. Toutes les graines que nous semons pourront se démultiplier lorsque les travailleurs chercheront le moyen d'avancer dans leur lutte. La classe ouvrière n'a jamais été aussi nombreuse à l'échelle de la planète. Et elle recèle en elle tous les moyens pour faire fonctionner une société capable de répondre aux besoins et aux défis actuels de l'humanité. Dans les luttes à venir, elle saura se montrer tout aussi combative qu'à d'autres époques du mouvement ouvrier. Et l'avenir dépend de la politique qu'elle se donnera alors. C'est à ces militants politiques, à nous, de trouver la voie pour que ce soit une politique communiste révolutionnaire.